Bonsoir, ici la nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Je n'écris pas ceci pour être cru, mais parce que je ne supporte plus l'idée que ce futur puisse être appelé un progrès. Je m'appelle Émile Vasseur. J'ai 43 ans. J'étais neuroscientifique au Centre européen de recherche cognitive à Genève, spécialisé dans la cartographie des réseaux magnésiques et les interfaces cerveau-machine. J'utilise le passé parce que je ne sais plus si cette identité m'appartient encore ou si elle m'a été restituée comme on rend un objet trouvé avec des pièces manquantes et des traces de doigts étrangers. Ce que je vais raconter s'est produit il y a 4 mois selon mon calendrier subjectif. Selon le calendrier objectif, cela ne s'est pas encore produit ou cela s'est produit il y a 147 ans. Les deux sont vrais. Les deux sont invérifiables. C'est précisément pour cela que j'écris. Le projet s'appelait Phénéatre. Un acronyme bureaucratique que personne n'utilisait. Nous l'appelions simplement le saut. L'idée était théoriquement simple, pratiquement impossible et éthiquement vertigineuse. En 2024, une équipe internationale avait réussi à stabiliser une anomalie gravitationnelle artificielle dans un accélérateur souterrain près de Darmstadt. Pas un trou noir, pas une singularité, quelque chose de plus subtil, une distorsion localisée du continuum espace-temps, suffisamment stable pour permettre le passage d'informations, puis de matière, vers un point fixe du futur. Le futur, dans ce cas précis, était 2712. Pourquoi 2712 ? Parce que c'était le seul point d'ancrage que l'anomalie permettait d'atteindre avec une marge d'erreur inférieure à 6 mois. Les physiciens parlaient de résonance temporelle, un concept que je ne prétends pas comprendre entièrement. Ce que je comprenais, en revanche, c'était la raison pour laquelle on avait besoin de moi. L'équipe Phénéatre devait être composée de spécialistes capables d'évaluer l'état d'une civilisation en quelques semaines. Neuroscientifiques pour analyser les modifications cognitives, médecins pour cartographier les pathologies, ingénieurs pour comprendre les infrastructures, sociologues pour décoder les structures de pouvoir. Nous étions 11 au départ, 11 scientifiques triés sur le volet, briefés pendant 8 mois, soumis à des tests psychologiques si intrusifs que j'en garde encore des cauchemars. On nous avait prévenu que le retour n'était pas garanti. La fenêtre ne s'ouvrait que dans un sens à la fois, et la synchronisation inverse dépendait de paramètres que nous ne maîtrisions pas. Nous avions accepté. Nous pensions être des pionniers. Nous pensions que notre sacrifice potentiel servirait l'humanité. Je ne sais plus ce que je pense aujourd'hui. Le jour du saut, nous nous sommes rassemblés dans la chambre de transit, une salle circulaire enfouie à 300 mètres sous la surface, tapissée de capteurs et de blindages magnétiques. L'air sentait l'ozone et le métal surchauffé. Je me souviens de la température exacte, parce qu'elle était affichée sur un écran au-dessus de la porte, 18,4 A. Je me souviens aussi que Sophie Mercier, notre médecin-chef, m'avait scellé le bras juste avant que nous entrions dans les capsules individuelles. « Tu as peur ?» m'avait-elle demandé. Terrifié, avais-je répondu. Elle avait souri. Moi aussi. C'est bon signe. Les gens qui n'ont pas peur ne font pas attention. Sophie avait 52 ans, un doctorat en médecine d'urgence et un autre en bioéthique. Elle avait travaillé dans des zones de conflit, des camps de réfugiés, des hôpitaux de fortune. Elle avait vu mourir des centaines de personnes et en avait sauvé des milliers. Elle était la personne la plus compétente que je connaisse et la plus humaine. Elle n'est pas revenue. Je vais raconter ce qui s'est passé dans l'ordre où je l'ai vécu, même si cet ordre a peut-être été altéré. Je n'ai aucun moyen de le vérifier. C'est le premier enseignement que j'ai tiré de cette expérience. Quand la mémoire devient un fichier modifiable, la vérité cesse d'être un concept stable. Le saut lui-même a duré, de mon point de vue, environ 3 secondes. Une compression thoracique, une sensation de chute sans direction, puis un silence absolu, comme si l'univers avait été mis en pause. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé sur une surface lisse et tiède, dans une pièce blanche, sous une lumière diffuse qui ne semblait provenir d'aucune source identifiable. La première chose que j'ai remarquée, c'est l'absence d'odeur. Pas d'antiseptique, pas de plastique, pas de sueur, rien. Un vide olfactif si complet qu'il en devenait oppressant. La deuxième chose, c'est la voix. « Bienvenue, docteur Vasseur.
Votre transit s'est déroulé conformément aux paramètres établis. Veuillez rester immobile pendant la calibration de vos constants biologiques. Une voix féminine douce, parfaitement modulée. Pas robotique, pas humaine non plus. Quelque chose entre les deux, comme un instrument de musique imitant la parole. J'ai essayé de me redresser. Mes muscles ont répondu avec un léger décalage, comme si mon corps avait besoin de se réhabituer à lui-même. J'ai senti une légère pression au niveau de ma nuque, là où la capsule avait été fixée pendant le transit. « Où sont les autres ?» ai-je demandé. « Vos collègues sont en cours de stabilisation dans les chambres adjacentes. Vous serez réunis dans approximativement 47 minutes. En attendant, puis-je répondre à vos questions ?» J'avais des centaines de questions. J'ai commencé par la plus évidente. Quelle est la date? Nous sommes le 14 mars 277-110, selon le calendrier grégorien standard. Il est 03h42, heure universelle coordonnée. Vous vous trouvez dans l'installation du transit historique de Nouvelle-Balle, secteur administratif 12, Nouvelle-Balle. Le nom m'a frappé, pas Balle. Nouvelle-Balle. Comme si l'ancienne avait cessé d'exister ou avait été reconstruite à partir de zéro. Qui gère cette installation? Hic, l'installation de transit historique est une propriété conjointe du consortium médical helvétique et de la fondation Archon pour la préservation mémorielle. Votre présence a été anticipée et autorisée par les deux entités. Un représentant vous sera assigné dès que votre équipe sera complète. Anticipé. Le mot m'a glacé. Nous avions voyagé 147 ans dans le futur et notre arrivée avait été anticipée. Cela impliquait soit que l'information avait été transmise à l'avance par un canal que nous ignorions, soit que le futur avait toujours su que nous viendrions. Les deux possibilités étaient également vertigineuses. J'ai passé les 47 minutes suivantes à observer la pièce, à tester mes fonctions motrices, à essayer de comprendre la nature des matériaux qui m'entouraient. Les murs semblaient faits d'une substance composite, ni métal ni céramique, légèrement chaude au toucher. Le sol absorbait les pas sans bruit. Il n'y avait ni fenêtre ni porte visible, seulement des variations subtiles dans l'éclairage qui suggéraient des zones de transition. Quand la paroi s'est ouverte, ce fut sans bruit, sans couture visible. Un passage est simplement apparu là où il n'y en avait pas. Sophie est entrée la première. Son visage était pâle, ses yeux trop brillants, mais elle marchait droit et sa voix était stable quand elle a dit mon nom. « Émile, tu vas bien ?»« Je crois. Et toi ?» Elle a hoché la tête, mais je voyais qu'elle mentait. Quelque chose l'avait perturbée pendant sa propre période de stabilisation. Elle ne m'a pas dit quoi, pas tout de suite. Les autres sont arrivés par groupes de 2 ou 3, guidés par des voix similaires à celles qui m'avaient accueilli. Jonas Worth, notre ingénieur système, un Allemand taciturne d'une quarantaine d'années, qui avait conçu la moitié des protocoles de sécurité de l'Agence spatiale européenne. Clara Dubois, sociologue, spécialiste des structures de pouvoir dans les sociétés post-industrielles, une femme nerveuse aux cheveux courts qui prenait des notes compulsives sur tout ce qu'elle observait. Maxime Renard, notre responsable sécurité, ancien officier de renseignement reconverti dans la protection des installations sensibles, le seul d'entre nous qui portait une arme, même si elle s'était avérée inutile. Et puis il y avait Karim Ben Saïd, notre éthicien, un homme de 60 ans, barbe grise, regard doux, qui avait passé sa vie à poser des questions auxquelles personne ne voulait répondre. Il avait écrit 3 ouvrages sur les implications morales de l'immortalité théorique, bien avant que celle-ci ne devienne autre chose qu'une hypothèse philosophique. Karim a été le premier à formuler ce que nous pensions tous. Ils savaient que nous venions, ils ont préparé cette installation pour nous. Ce n'est pas un comité d'accueil improvisé, c'est une infrastructure. Jonas a acquiescé. Les matériaux, la technologie vocale, la précision des données biométriques, tout ça demande des années de développement. Soit ils ont eu accès à nos dossiers bien avant notre départ, soit... Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Nous étions 11 au départ. À notre arrivée dans la salle commune, nous n'étions plus que 10. Hélène Berger, notre spécialiste en climatologie, manquait à l'appel. La voix nous a informé que son transit avait connu une anomalie de cohérence et qu'elle était actuellement en reconstitution médicale. Nous avons demandé à la voir. La voix refusée.
poliment, fermement. Elle serait disponible sous peu. Hélène n'est jamais réapparue, pas sous la forme que nous connaissions. Notre représentant est arrivé 2 heures plus tard. Il s'appelait Adrien Voss et il portait le titre de facilitateur d'intégration temporelle, un poste qui n'existait évidemment pas à notre époque. C'était un homme d'apparence, jeune, peut-être 35 ans, avec des traits réguliers, des yeux gris clairs et une voix posée qui ne trahissait jamais d'émotion. Il portait des vêtements sobres, un ensemble gris anthracite sans couture visible, et ses mouvements avaient une fluidité presque chorégraphiée. « Je comprends que vous ayez des questions, a-t-il commencé. Mon rôle est de faciliter votre compréhension de notre société et de vous aider à accomplir les objectifs de votre mission. Je suis à votre disposition pour toute la durée de votre séjour. » Clara était la première à parler. « Quelle est la durée prévue de notre séjour ?» Adrien a souri. Un sourire mesuré, ni chaleureux ni froid. Cela dépend de plusieurs facteurs. La fenêtre de retour est soumise à des contraintes techniques que vos physiciens comprendront mieux que moi. En attendant, vous avez accès à certaines zones de Nouvelle-Balle et à une partie de nos archives historiques. Certaines zones, a répété Maxime. Pas toutes. Certaines zones, a confirmé Adrien sans se départir de son calme. Notre société a évolué de manière significative depuis votre époque. Certains aspects pourraient être déstabilisants pour des visiteurs non préparés. Nous préférons procéder par étapes. J'ai pris la parole pour la première fois. Parlez-nous de ces évolutions. Commencez par le plus important. Adrien m'a regardé. Ses yeux gris se sont fixés sur les miens avec une intensité qui m'a mis mal à l'aise, comme s'il lisait quelque chose inscrit sur mon visage. Le plus important, docteur Vasseur, c'est probablement ce que vous appuyez à votre époque, la conscience. Nous avons appris à la préserver. Et c'est ainsi que nous avons découvert le noyau. Le noyau, c'est le nom qu'il donnait au dispositif implanté à la base du crâne de chaque citoyen, un cylindre de quelques centimètres contenant une architecture neuronale synthétique capable d'enregistrer, de stocker et de transférer l'intégralité d'une conscience humaine. Souvenirs, personnalité, compétences, émotions. Tout ce qui fait qu'un individu est cet individu et pas un autre. Adrien nous a expliqué le fonctionnement avec la patience d'un professeur habitué à des élèves lents. Le noyau captait en permanence l'activité cérébrale et la convertissait en données numériques. En cas de mort du corps, le noyau pouvait être extrait et implanté dans un nouveau corps. Ou, si le détenteur disposait d'un contrat de sauvegarde, une copie de sa conscience pouvait être téléchargée à distance et réinstallée dans un corps de remplacement. Nous avons vaincu la mort, a conclu Adrien. Du moins, la mort définitive. Karim a levé la main, comme un étudiant. Et le corps original? Que devient-il? Il est recyclé généralement. Les tissus biologiques ont une valeur, ou bien il est conservé si le propriétaire le souhaite et en a les moyens. Le propriétaire, a répété Karim. Vous parlez du corps comme d'une propriété. Adrien a incliné la tête. C'est exactement ce qu'il est, docteur Ben Saïd. Un véhicule, une enveloppe. Ce qui compte, c'est le noyau. C'est là que réside l'identité. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Pas à cause de la technologie, qui correspondait à des extrapolations que nous avions envisagées à notre époque. À cause du ton. La façon dont Adrien parlait des corps humains comme d'objets interchangeables, avec la même neutralité qu'un mécanicien parlant de pièces détachées. Et ceux qui n'ont pas de noyau, ai-je demandé. Adrien a haussé les épaules. Ils meurent, définitivement. Mais c'est rare. L'implantation est obligatoire à la naissance pour tous les citoyens enregistrés. Enregistrés, a souligné Clara. Cela implique qu'il existe des non enregistrés. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose passer dans les yeux d'Adrien. Pas de l'émotion. Plutôt une calculation, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait aller. Il existe des populations marginales, a-t-il admis. Des individus qui vivent en dehors du système d'enregistrement, par choix ou par circonstance. Ils n'ont pas accès aux services de préservation. Leur existence est précaire. Combien? A demandé Sophie. Adrien n'a pas répondu. Les premiers jours ont été consacrés à ce qu'Adrien appelait l'acclimatation. On nous a montré les niveaux supérieurs de Nouvelle-Balle, une métropole verticale,
qui s'élevait sur plus de 3 kilomètres au-dessus du sol, avec des tours de verre et de métal connectés par des passerelles transparentes, des jardins suspendus, des places publiques baignées d'une lumière artificielle, parfaitement calibrée pour imiter le soleil. C'était beau. Cliniquement beau, comme une maquette d'architecte à échelle réelle, sans les imperfections qui rendent les villes vivantes. Les gens que nous croisions avaient tous le même air, propre, bien nourris, vêtus de tissus, qui semblaient s'adapter à leur morphologie. Ils marchaient d'un pas régulier, échangeaient des salutations polies, consultaient des écrans intégrés à leurs poignets ou flottant devant leurs yeux. Personne ne criait, personne ne courait, personne ne pleurait. « Où sont les enfants ?» a demandé Sophie le 3e jour. Adrien a réfléchi avant de répondre. Les enfants sont élevés dans des centres de développement spécialisés jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est plus efficace. Les parents peuvent leur rendre visite selon un calendrier établi. Plus efficace pour qui? Adrien n'a pas répondu. Le 5e jour, on nous a donné accès aux archives historiques. C'était une salle immense, remplie de terminaux de consultation, avec des hologrammes qui reconstituaient des événements passés en 3 dimensions. J'ai passé des heures à parcourir l'histoire des 150 dernières années, essayant de comprendre comment nous étions passés de notre monde à celui-ci. Les grandes lignes étaient prévisibles. Changement climatique, effondrement économique, guerre de ressources, pandémie. Mais c'est le détail qui m'a frappé. La façon dont chaque crise avait été utilisée pour justifier une concentration de pouvoir supplémentaire. La façon dont la technologie du noyau, développée initialement pour traiter les maladies neurodégénératives, était devenue un outil de contrôle social. La façon dont l'immortalité, présentée comme un droit universel, était devenue un privilège de classe. Les riches pouvaient se permettre des sauvegardes multiples, stockées sur des serveurs sécurisés, avec des enveloppes de remplacement prêtes à l'emploi. Les pauvres avaient un seul noyau, une seule vie, et si leur corps était endommagé, ils devaient s'endetter pour en obtenir un nouveau. Et puis il y avait les archontes. C'est Clara qui a trouvé la première mention dans les archives. Les archontes, c'était le nom donné aux individus qui avaient accumulé suffisamment de richesses et de pouvoir pour vivre indéfiniment sans jamais risquer la mort définitive. Ils possédaient des dizaines d'enveloppes de rechange, des sauvegardes réparties sur plusieurs continents, des équipes médicales dédiées. Certains d'entre eux avaient plus de 300 ans d'existence continue. Ils ne gouvernaient pas officiellement. Il n'y avait pas de monarchie, pas de dictature visible. Mais ils possédaient les entreprises qui fabriquaient les noyaux, les cliniques qui implantaient les enveloppes, les serveurs qui stockaient les sauvegardes, les tribunaux d'arbitrage qui réglaient les litiges. Ils possédaient en fait tout ce qui comptait. C'est une oligarchie, murmurait Clara en lisant les données. Une oligarchie immortelle. Karim a secoué la tête. C'est pire que ça. Dans une oligarchie normale, les dirigeants finissent par mourir. Le pouvoir change de main. Ici, les mêmes personnes accumulent du pouvoir depuis des siècles. Elles ont eu le temps d'éliminer toute concurrence, de verrouiller toutes les voies d'accès. J'ai pensé à Adrien, à sa politesse parfaite, à ses réponses calibrées, à la façon dont il nous guidait toujours vers les zones autorisées, loin des questions dangereuses. Il travaille pour eux, ai-je dit. C'est évident. Tout le monde travaille pour eux, a corrigé Jonas. C'est le principe même du système. Le 10e jour, Hélène est réapparue. Elle nous attendait dans la salle commune quand nous sommes revenus de notre visite quotidienne. Elle était assise sur un fauteuil, les mains posées sur les genoux, le regard fixe. Elle portait les mêmes vêtements que le jour de notre départ, mais quelque chose avait changé. Sa posture, sa façon de respirer, la façon dont ses yeux se déplaçaient, avec un léger décalage par rapport à ce qu'elle regardait. « Hélène !» Sophie s'est précipitée vers elle. « Mon Dieu, tu vas bien ? On nous a dit que ton transit avait eu un problème. » Hélène a souri, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Je vais bien, a-t-elle dit. Le problème a été résolu. Je suis désolé de vous avoir inquiété. » Sophie l'a examiné, lui a pris le pouls, lui a posé des questions médicales standards. Hélène a répondu correctement à toutes. Elle connaissait son nom, sa date de naissance, son parcours professionnel, les noms de ses collègues. Elle se souvenait de nos réunions de préparation, des blagues que Jonas faisait pendant les pauses.
de la couleur du café dans la cafétéria du centre. Mais il y avait quelque chose, une absence, comme si elle récitait des souvenirs au lieu de les revivre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans ma chambre, à fixer le plafond, à essayer de comprendre ce qui me perturbait tant. Et puis, vers 3 heures du matin, la réponse m'est venue. Hélène n'avait pas mentionné sa fille. Avant notre départ, Hélène parlait constamment de sa fille, une adolescente de 16 ans qui vivait avec son père à Lyon. Elle avait hésité pendant des semaines avant d'accepter la mission, précisément à cause de cette séparation. Elle avait emporté une photo, un petit rectangle plastifié qu'elle gardait dans la poche de sa blouse. Depuis son retour, elle n'avait pas prononcé le nom de sa fille une seule fois. Et quand Sophie lui avait demandé si elle voulait envoyer un message à sa famille, elle avait répondu « Quelle famille ?» J'ai compris alors ce qui s'était passé. L'anomalie de transit. La reconstitution médicale. Ce n'était pas Hélène qui était revenue. C'était une copie incomplète, reconstruite à partir des données disponibles, mais avec des lacunes, des souvenirs manquants, des émotions absentes. Je n'ai rien dit aux autres, pas tout de suite. J'avais besoin de preuves. Et j'avais peur, une peur viscérale, de ce que ces preuves pourraient révéler sur notre propre situation. Le 15e jour, Adrian nous a annoncé que nous étions autorisés à visiter les niveaux inférieurs de la ville. Je dois vous prévenir, a-t-il dit avec son calme habituel. Les conditions de vie y sont différentes. Certaines scènes pourraient vous choquer. Je vous recommande de rester ensemble et de ne pas engager de conversation avec les résidents sans mon autorisation. Maxime a froncé les sourcils. Pourquoi? Ils sont dangereux? Adrian a hésité. Non, pas dangereux, mais désespérés. Et le désespoir peut mener à des comportements imprévisibles. Nous avons pris un ascenseur qui descendait pendant ce qui m'a semblé une éternité. Les chiffres sur l'écran défilaient, niveau 50, niveau 150. À chaque palier, la lumière changeait, passant du blanc clinique à un jaune sale, puis à un orange terne, puis à une obscurité intermittente éclairée par des néons qui clignotaient. Quand les portes se sont ouvertes, l'odeur m'a frappé en premier. Un mélange de plastique brûlé, d'urine, de nourriture synthétique et de quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de doux, comme de la chair en décomposition. Le niveau 187, c'est ainsi qu'Adrien l'a appelé, était un labyrinthe de couloirs étroits, de logements empilés les uns sur les autres, de câbles qui pendaient des plafonds bas. Les murs étaient couverts de graffitis, de publicités holographiques défaillantes, de taches dont je préférais ne pas connaître l'origine. L'air était humide, chaud, difficile à respirer. Et il y avait des gens. Des centaines de gens, peut-être des milliers, entassés dans des espaces trop petits, avec des visages marqués par la fatigue, la maladie, la malnutrition. Certains portaient des vêtements en lambeaux, d'autres étaient presque nus. Beaucoup avaient des cicatrices, des membres manquants, des prothèses grossières. « Ce sont les non-enregistrés » a demandé Clara d'une voix blanche. Adrien a secoué la tête. Non, ce sont des citoyens à part entière. Simplement des citoyens pauvres. Mais ils ont des noyaux? Oui, des noyaux de base, sans sauvegarde. S'ils meurent ici, leur conscience meurt avec eux, à moins qu'un technicien puisse extraire le noyau à temps et le transférer dans une nouvelle enveloppe. Et les enveloppes, d'où viennent-elles? Adrian a pointé du doigt un bâtiment au bout du couloir, une structure métallique avec une enseigne lumineuse qui proclamait « Réquillage corporel, tarifs compétitifs ». De là, a-t-il dit simplement. Je me suis approché du bâtiment, malgré les avertissements d'Adrien. À travers une vitre sale, j'ai vu l'intérieur. Des rangées de cuves transparentes, remplies d'un liquide verdâtre, et dans chaque cuve un corps. Des corps humains, nus, immobiles, connectés à des tubes qui entraient et sortaient de leurs orifices. Certains avaient les yeux ouverts, fixant le vide. D'autres semblaient dormir. Ce sont des enveloppes en attente, a expliqué Adrien derrière moi. Des corps dont les propriétaires ont vendu leurs droits ou qui ont été saisis pour dettes impayées. Ils sont maintenus en état de fonctionnement minimal jusqu'à ce qu'un acheteur se présente. J'ai senti ma gorge se serrer.
Les propriétaires. Vous voulez dire les gens qui vivaient dans ces corps. Qui vivent encore techniquement. Leur conscience est stockée quelque part, en attente d'une nouvelle enveloppe, s'ils peuvent se la payer un jour. Et s'ils ne peuvent pas? Adrien n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Sophie s'est détournée, une main sur la bouche. Karim était livide. Même Maxime, qui avait vu des choses terribles dans sa carrière, semblait ébranlé. Seule Hélène regardait la scène sans expression, comme si elle observait un aquarium. C'est à ce moment qu'une femme s'est approchée de nous. Elle était maigre, sale, avec des cheveux emmêlés et un œil manquant, remplacée par une prothèse bon marché qui émettait une faible lueur rouge. Elle a agrippé ma manche avec des doigts osseux. « Vous êtes les voyageurs, a-t-elle dit. Ceux du passé. On parle de vous en bas. » Adrien a fait un pas en avant. « Madame, veuillez ne pas importuner nos invités. » La femme l'a ignoré. Elle me fixait avec son œil valide, un œil qui contenait une intelligence aiguë, désespérée. « Vous croyez qu'ils vous ont amené pour nous aider, n'est-ce pas? Pour comprendre ce qui a mal tourné, pour empêcher que ça se reproduise. C'est notre mission, ai-je dit. Nous sommes ici pour... » Elle a ri. Un rire sec, sans joie. « Votre mission. Ils vous ont donné une mission, comme ils m'ont donné un travail autrefois, comme ils ont donné à mon fils un contrat d'engagement corporel pour payer ses études. »« Madame, a insisté Adrien, plus charmement cette fois. Mon fils a 17 ans, a continué la femme sans se laisser interrompre. Il a signé un contrat qui donne à la Fondation Arcone le droit d'utiliser son corps pendant les heures où il dort. 8 heures par nuit, son corps travaille dans une usine, et lui, il n'en garde aucun souvenir. Il se réveille épuisé, avec des douleurs qu'il ne peut pas expliquer, et il doit aller à l'école comme si de rien n'était. C'est légal, c'est normal, c'est le progrès. Adrien a fait un signe, et 2 hommes en uniforme gris sont apparus de nulle part. Ils ont pris la femme par les bras et l'ont emmenée, sans violence visible mais sans douceur non plus. Elle ne s'est pas débattue. Elle m'a juste regardé jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin du couloir, et dans son regard, j'ai lu quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Cette nuit-là, j'ai demandé à Adrien de me laisser seul dans les archives. Il a accepté, après une hésitation qui m'a semblé calculée. Je suis resté jusqu'à l'aube à chercher des informations sur les contrats d'engagement corporel, sur la Fondation Arcon, sur les conditions de vie dans les niveaux inférieurs. Ce que j'ai trouvé m'a fait vomir. Les contrats d'engagement corporel étaient une pratique courante. Les citoyens pauvres pouvaient louer leur corps, partiellement ou totalement, en échange d'argent ou de services. Pendant les périodes de location, leur conscience était mise en sommeil, stockée dans leur noyau, tandis qu'une autre conscience, généralement celle d'un riche qui voulait expérimenter quelque chose de nouveau, prenait le contrôle de leur enveloppe. Les utilisations allaient du travail manuel au divertissement, en passant par des catégories que les archives décrivaient avec un euphémisme glaçant. Service personnel de proximité. Et si le locataire endommageait le corps pendant la période de location? Les réparations étaient à la charge du propriétaire original. Le locataire n'encourait aucune responsabilité. Après tout, ce n'était pas son corps. J'ai aussi trouvé des informations sur la mort définitive. Officiellement, elle n'existait plus. En pratique, elle était devenue un outil de contrôle social. Les crimes les plus graves étaient punis par l'effacement du noyau, la destruction totale de la conscience. Mais la définition de crime grave avait évolué au fil des décennies. Elle a créé désormais la perturbation de l'ordre économique, la diffusion de désinformation et la contestation des structures de préservation. En d'autres termes, critiquer le système pouvait vous faire tuer. Définitivement. Le 20e jour, j'ai décidé de confronter Adrien. Je l'ai trouvé dans le bureau qu'il occupait au niveau administratif, une pièce sobre avec vue sur les tours de Nouvelle-Balle. Il m'a accueilli avec son sourire habituel, m'a offert une boisson que j'ai refusée et m'a invité à m'asseoir. « Vous avez des questions » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Plusieurs. Commençons par celle-ci. Pourquoi nous avez-vous vraiment fait venir? Adrien a croisé les mains sur son bureau. Votre mission est claire. Vous devez évaluer l'état de notre civilisation et rapporter vos observations à votre époque, afin de prévenir certaines dérives. C'est ce qu'on nous a dit. Mais vous savez comme moi que c'est impossible.
Si nous rapportons des informations qui changent le cours de l'histoire, votre présent cesse d'exister. Paradoxe temporel de base. Adrien a hoché la tête. Vous êtes intelligent, docteur Vasseur. C'est pour ça que vous avez été sélectionné. Sélectionné par qui? Il a ignoré ma question. Le paradoxe que vous évoquez est réel. Vos observations ne peuvent pas changer notre passé, parce que notre passé est déjà fixé. Vous êtes venu, vous avez observé, vous êtes reparti. Ou vous n'êtes pas reparti. Dans les deux cas, notre présent existe tel qu'il est. Alors à quoi servons-nous? Adrien s'est levé et s'est approché de la fenêtre. La lumière artificielle jouait sur son visage, lui donnant un aspect presque irréel. Vous servez à plusieurs choses, docteur Vasseur. D'abord, vous êtes une curiosité historique. Des spécimens d'une époque révolue, avec des perspectives et des réactions qui nous sont étrangères. Les archontes sont très intéressés par vos impressions, vos jugements moraux, vos indignations. Elles leur rappellent quelque chose qu'ils ont oublié depuis longtemps. J'ai senti la colère monter. J'ai senti la colère monter. Nous sommes un divertissement, en partie. Mais pas seulement. Il s'est retourné vers moi. Vous êtes aussi un test. Un test de quoi? De la technologie de transfert mémoriel sur des sujets non préparés. Vos noyaux n'existaient pas à votre époque. Vous n'avez pas grandi avec l'habitude d'être copié, transféré, édité. Vos réactions à ces processus sont instructives. J'ai senti le sang quitter mon visage. Nos noyaux. Vous nous avez implanté des noyaux. Adrien a souri. Pendant votre transit, oui. C'était nécessaire pour vous stabiliser de l'autre côté de la fenêtre temporelle. Sans noyau, votre conscience aurait été dispersée pendant le transfert. Et nos sauvegardes? Vous n'en avez pas. Vous êtes des originaux, docteur Vasseur. Des originaux précieux. Pour l'instant, je me suis levé. Mes jambes tremblaient. Et Hélène? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Adrien a penché la tête comme un oiseau curieux. Hélène Berger a connu une anomalie de transit. Son noyau a été endommagé. Nous l'avons reconstruit à partir des données disponibles. Le résultat est satisfaisant à 87%. 87%. Qu'est-ce qui manque? Des souvenirs périphériques, des liens émotionnels secondaires. Rien d'essentiel à sa fonction. Sa fille, ai-je murmuré. Elle ne se souvient plus de sa fille. Adrien a haussé les épaules. Un dommage collatéral regrettable. Mais Hélène Berger est toujours Hélène Berger. Elle a ses compétences, ses connaissances, sa personnalité de base. Le reste est accessoire. J'ai quitté le bureau sans un mot. J'avais la nausée. J'avais peur. Et pour la première fois depuis mon arrivée, j'avais un objectif clair. Trouver un moyen de partir, de ramener mon équipe, de témoigner de ce que j'avais vu. Je ne savais pas encore que c'était exactement ce qu'ils voulaient. Les jours suivants, j'ai partagé mes découvertes avec le reste de l'équipe, en secret, dans ma chambre, après avoir vérifié qu'aucun dispositif de surveillance n'était actif. Jonas avait trouvé un moyen de brouiller temporairement les capteurs, une technique qu'il avait apprise dans une vie antérieure. Nous avions 15 minutes par jour pour parler librement. Les réactions ont été variées. Sophie était horrifiée, mais pas surprise. Elle avait remarqué les incohérences dans le comportement d'Hélène bien avant moi. Karim était dévasté. Tout ce qu'il avait écrit sur l'éthique de l'immortalité, toutes ses mises en garde philosophiques, se révélaient terriblement prophétiques. Clara prenait des notes frénétiques, documentant tout ce qu'elle pouvait, comme si l'information était une arme. Maxime, lui, préparait autre chose. Il avait établi des contacts dans les niveaux inférieurs, des gens qui haïssaient le système et cherchaient un moyen de le faire tomber. Il parlait de résistance, de sabotage, de renverser les archontes. C'est suicidaire, lui ai-je dit. Il contrôle tout. Les communications, les transports, les corps eux-mêmes. Comment veux-tu te battre contre des gens qui peuvent te copier, t'effacer, te réécrire? Maxime m'a regardé avec des yeux que je ne lui connaissais pas, des yeux de fanatique. C'est justement pour ça qu'il faut se battre. Parce que si on ne fait rien, ce futur devient inévitable. Et je refuse de vivre dans un monde où mon corps peut être loué à un inconnu pendant que je dors, où mes souvenirs peuvent être effacés sur décision administrative, où ma mort peut être un divertissement pour des milliardaires immortels. Je n'avais pas de réponse, parce qu'il avait raison, et parce que j'avais peur. Le 30e jour, on nous a convoqués. Pas dans le bureau d'Adrien, dans un lieu que nous n'avions jamais vu, une salle circulaire au sommet de la plus haute tour de Nouvelle-Balle,
avec des murs de verre qui donnaient sur l'infini du ciel. La lumière ici était naturelle. Le vrai soleil, filtré par des couches de pollution mais reconnaissable. J'avais presque oublié à quoi il ressemblait. Il y avait 7 personnes dans la salle. 6 hommes et une femme, tous d'apparence jeune, tous vêtus de blanc, tous avec le même calme imperturbable qu'Adrian. Mais leurs yeux étaient différents, plus vieux, beaucoup plus vieux. L'un d'eux s'est avancé, grand, mince, avec des cheveux argentés et un visage qui aurait pu avoir 30 ans ou 300. « Je m'appelle Elias Crane », a-t-il dit. « Je suis le président du conseil Archon. C'est un honneur de vous rencontrer. » J'ai entendu Clara retenir son souffle. Elias Crane. Nous avions vu ce nom dans les archives. Il était l'un des fondateurs de la technologie du noyau, l'un des premiers humains à avoir transféré sa conscience dans un nouveau corps. Il avait 243 ans. Crane nous a invités à nous asseoir. Des sièges ont émergé du sol, parfaitement adaptés à nos morphologies. Il s'est assis en face de nous, les mains croisées, le sourire bienveillant. « Je comprends que votre séjour parmi nous a été instructif », a-t-il commencé. « Vous avez vu les merveilles de notre civilisation, mais aussi ses imperfections. C'est normal. Toute société a ses défauts. »« Des défauts », a répété Karim. « C'est ainsi que vous appelez l'esclavage, l'exploitation systématique, la suppression de la mort pour les riches et la mort définitive pour les pauvres. » Crane n'a pas perdu son sourire. « Je vois que vous avez conservé la passion morale de votre époque. C'est rafraîchissant. Nous avons tendance à oublier à quoi ressemblait l'indignation, après quelques siècles. » Il s'est levé et s'est approché de la fenêtre. La vie s'étendait en dessous de nous, des kilomètres de tours et de lumière, un océan de technologie et de vie humaine. Quand nous avons développé le noyau, nous pensions résoudre le problème fondamental de l'humanité. La mort. La peur de la mort. L'urgence que cette peur impose à toutes nos décisions. Nous pensions que des humains libérés de cette peur seraient plus sages, plus patients, plus capables de planifier à long terme. Il s'est retourné vers nous. Nous avions tort. Les humains libérés de la mort sont devenus plus prudents, pas plus sages. Ils accumulent au lieu de risquer. Ils préservent au lieu de créer. Ils évitent tout ce qui pourrait menacer leur continuité, y compris le changement, y compris la justice, y compris l'empathie. Vous le savez, ai-je dit. Vous savez que votre système est destructeur, et vous ne faites rien. Crane a souri. Crane a souri. Je fais quelque chose, docteur Vasseur. Je vous parle. Il est revenu s'asseoir en face de moi, si près que je pouvais voir les reflets dans ses yeux, des yeux qui avaient vu plus de 2 siècles d'histoire. Vous êtes notre miroir, a-t-il dit doucement. Un miroir qui vient du passé avant que tout cela ne devienne normal. Vos réactions nous rappellent ce que nous avons perdu. Votre horreur nous montre l'ampleur de notre chute. Et après, qu'est-ce que vous faites de cette information? Crane a haussé les épaules. Nous l'archivons, nous l'étudions, nous la comparons aux réactions des visiteurs précédents. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Les visiteurs précédents. Nous ne sommes pas les premiers. Vous êtes les 12e. La fenêtre s'ouvre environ tous les 15 ans. Nous avons accueilli 11 équipes avant vous sur une période de 160 ans. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Crane n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Sophie a parlé, sa voix tremblante de rage contenue. Vous nous utilisez. Vous nous utilisez comme des échantillons de moralité. Pour vous rappeler ce que c'est que d'être humain. Et ensuite vous nous jetez. Nous ne vous jetons pas, a corrigé Crane. Nous vous préservons. Chaque équipe a été sauvegardée dans nos archives. Chaque conscience, chaque souvenir, chaque indignation. Vous êtes immortels d'une certaine façon, plus immortels que nous. Sauvegardé, a répété Jonas. Vous voulez dire copier. Vous avez copié les équipes précédentes. Et les originaux. Crane a fait un geste vague de la main. Les corps biologiques ont une durée de vie limitée. Les consciences, en revanche, peuvent être consultées indéfiniment. J'ai compris alors. J'ai compris ce qu'ils avaient prévu pour nous depuis le début. Pas un retour, pas un témoignage, une copie. Ils allaient nous copier, extraire nos souvenirs, nos jugements, nos émotions, et les stocker quelque part comme des spécimens dans un musée. Et nous, les originaux, nous allions disparaître. Non, ai-je dit, je refuse.
Nous refusons tous. Crâne m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à de la compassion. Votre refus a été noté, docteur Vasseur. Il sera ajouté à l'archive. C'est une réaction courante. La 7e équipe a également refusé. Très vigoureusement. Cela n'a rien changé. Maxime s'est levé brusquement. Sa main est allée vers sa ceinture, là où il gardait son arme. Mais l'arme n'était plus là. Elle avait disparu, sans qu'il s'en aperçoive. Vous cherchez ceci? Crâne a sorti l'arme de sa poche, la tenant du bout des doigts comme un objet désuet. Les armes à projectiles, tellement primitifs, tellement finales. Il a posé l'arme sur la table entre nous. Vous pouvez la reprendre si vous voulez. Elle ne changera rien. Même si vous me tuez, ce corps est remplaçable. Ma conscience est sauvegardée toutes les heures. Le maximum que vous puissiez me faire perdre, c'est 60 minutes de souvenirs. Et en échange, vous perdrez tout. Maxime n'a pas bougé. Aucun de nous n'a bougé. Nous étions paralysés, pas par la peur, mais par l'absurdité totale de notre situation. Nous étions venus sauver le futur, et le futur nous avait transformés en curiosité de musée. Il y a une alternative, a dit Crane après un long silence. Une alternative que je n'ai proposée à aucune des équipes précédentes, parce qu'aucune ne m'a semblé digne de la recevoir. Il s'est penché vers nous, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de réel dans ses yeux. Pas de la compassion, pas de la cruauté, de la lassitude. Une lassitude immense, accumulée sur plus de 2 siècles. Je suis fatigué, docteur Vasseur, fatigué de vivre, fatigué de préserver, fatigué de regarder le monde se répéter indéfiniment, sans jamais changer vraiment. L'immortalité est une prison dont on ne peut pas s'évader, parce qu'on a trop peur de ce qu'il y a à l'extérieur. Qu'est-ce que vous proposez? A demandé Sophie. Crane s'est levé et s'est approché d'un panneau mural. Il a posé sa main dessus, et une série de symboles lumineux sont apparus. Je propose de vous laisser partir. Vous, vos souvenirs, vos corps originaux. Je propose de vous renvoyer dans votre époque avec tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez vu. Et je propose de vous donner quelque chose de plus. Une preuve tangible de ce que nous sommes devenus, que vous pourrez montrer au monde. En échange de quoi, ai-je demandé. Crane a souri. Un vrai sourire cette fois. Un sourire fatigué, résigné, mais authentique. En échange de votre parole que vous direz la vérité. Pas une version édulcorée, pas une fiction optimiste. La vérité. Ce que l'immortalité fait à une société. Ce que la peur de la mort, quand elle disparaît, laisse comme vide. Ce que nous avons perdu en gagnant l'éternité. Karim s'est levé lentement. Il a regardé Crane droit dans les yeux. 2 hommes séparés par 2 siècles d'histoire, mais unis par une même question. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous que nous disions la vérité? Qu'est-ce que ça change pour vous? Crane a détourné le regard. Pour la première fois, il semblait vulnérable. Parce que j'espère que vous pouvez encore changer les choses. Pas ici, pas maintenant, mais là-bas, avant que la première décision soit prise, la première ligne franchie, le premier compromis accepté. J'espère que quelqu'un, quelque part, entendra votre témoignage et choisira autrement. Et si ça change l'histoire, si votre monde cesse d'exister, Crane a fermé les yeux, alors je cesserai d'exister avec lui, et ce sera peut-être la seule vraie mort que je connaîtrai jamais. Nous avons accepté, pas par héroïsme, pas par sens du devoir, parce que c'était la seule option qui nous laissait une chance de redevenir nous-mêmes. Les préparatifs du retour ont pris 3 jours. Adrian nous a accompagnés jusqu'à la chambre de transit, toujours aussi calme, toujours aussi ambigu. Je ne savais toujours pas s'il était un allié secret de Crane ou un simple exécutant. Je ne sais toujours pas. Hélène n'est pas venue avec nous. C'est elle qui a pris cette décision. La veille du départ, elle m'a trouvé dans ma chambre, et pour la première fois depuis son retour, j'ai vu quelque chose de vivant dans ses yeux. Je ne peux pas partir, a-t-elle dit. Pas comme ça. Pas avec ces trous dans ma tête, ces absences que je sens sans pouvoir les combler. Hélène. Je ne me souviens pas de ma fille, Émile. Je sais qu'elle existe parce que vous me l'avez dit, mais quand j'essaie de penser à elle, il n'y a rien. Un vide, un silence. Comment puis-je retourner dans un monde où j'ai une fille que je ne reconnais pas? Je n'avais pas de réponse. Je n'en ai toujours pas. Hélène est restée à Nouvelle-Balle. Elle a dit qu'elle essaierait de reconstruire ce qui manquait,
de retrouver des fragments de la femme qu'elle avait été. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si je la reverrai un jour. Le saut de retour a été plus violent que l'aller. Une sensation d'écrasement, de dispersion, de néant absolu, qui a duré une éternité ou une fraction de seconde. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans la chambre de transit de Darmstadt, entouré de techniciens en combinaison blanche qui criaient des ordres et manipulaient des équipements que je ne reconnaissais pas. Nous étions 7. Sophie, Jonas, Clara, Maxime, Karim et 2 autres membres de l'équipe dont je n'ai pas encore parlé, David Chen, notre informaticien, et Maria Santos, notre biologiste. Tous présents, tous apparemment intacts. Apparemment. C'est là que commence la partie de mon récit que je ne peux pas vérifier. Les premières semaines après notre retour ont été consacrées au débriefing. Des dizaines d'heures d'entretien avec des scientifiques, des militaires, des politiciens, des psychologues. Nous avons raconté tout ce que nous avions vu, tout ce que nous avions appris, tout ce que Crane nous avait révélé. Nous avons présenté la preuve qu'il nous avait donnée, un noyau, un vrai noyau du futur, contenant une copie partielle de sa propre conscience, avec des souvenirs sélectionnés qui confirmaient notre témoignage. Les réactions ont été mitigées. Certains nous ont cru, d'autres ont parlé de manipulation, de psychose collective, de désinformation. Le noyau a été analysé, décortiqué, étudié par les meilleurs experts du monde. Ils ont confirmé qu'il contenait une technologie impossible à reproduire avec nos moyens actuels. Mais cela n'a pas suffi à convaincre tout le monde. Et puis il y a eu les incohérences, des détails qui ne correspondaient pas entre nos témoignages, des souvenirs que certains d'entre nous avaient et d'autres non. Des événements que j'étais certain d'avoir vécus, mais dont Sophie n'avait aucune trace dans sa mémoire. Des conversations que Karim prétendait avoir eues avec moi, mais que je ne me rappelais absolument pas. Au début, nous avons mis ça sur le compte du stress, du traumatisme, de la nature même du voyage temporel. Mais les divergences se sont accumulées. Et un doute terrible a commencé à s'installer. Et si nous n'étions pas les originaux? Et si Crane nous avait menti? S'il avait copié nos consciences, effacé certains souvenirs, modifié certains détails, et renvoyé des versions de nous-mêmes qui croyaient être authentiques, mais qui ne l'étaient pas. Je ne peux pas prouver que je suis Émile Vasseur. Je ne peux pas prouver que mes souvenirs sont réels. Je ne peux pas prouver que ce récit n'est pas une construction élaborée, implantée dans mon esprit par des gens qui ont 2 siècles d'avance sur nous en matière de manipulation cognitive. Tout ce que je peux faire, c'est écrire, raconter ce que je crois avoir vécu, et espérer que quelqu'un, quelque part, lira ces mots et choisira autrement. La morale de cette histoire, si elle en a une, n'est pas que l'immortalité est mauvaise. L'immortalité est un outil, comme le feu, comme l'électricité, comme l'énergie nucléaire. Ce qui est mauvais, c'est ce que nous en faisons. Les gens de 271 n'ont pas choisi de devenir des monstres. Ils ont choisi, étape par étape, décision par décision, de privilégier la sécurité sur la liberté, la préservation sur le risque, la continuité individuelle sur la solidarité collective. Ils ont choisi de traiter le corps comme une propriété et la conscience comme un fichier. Ils ont choisi d'accepter que certaines vies valent plus que d'autres, que certaines morts sont plus définitives que d'autres, que certaines personnes méritent l'éternité et d'autres non. Chaque choix semblait raisonnable au moment où il a été fait. Chaque compromis semblait nécessaire. Et la somme de tous ces choix raisonnables, de tous ces compromis nécessaires, a créé un monde où l'humanité a survécu, mais où l'humain a disparu. Je ne sais pas si nous pouvons éviter ce futur. Je ne sais pas si ce récit changera quoi que ce soit. Je ne sais même pas si je suis vraiment moi. Mais je sais une chose, tant que nous avons encore le choix, nous devons choisir. Pas la facilité, pas la sécurité, pas la préservation à tout prix. Nous devons choisir ce qui fait de nous des humains, même si ce choix nous rend vulnérables, mortels, faillibles. Parce que l'alternative, je l'ai vue, et je ne supporte plus l'idée qu'elle puisse être appelée un progrès. Il y a une dernière chose que je dois dire. Quelque chose que je n'ai pas raconté aux enquêteurs, aux scientifiques, aux politiciens. Quelque chose que je n'ai dit à personne, pas même à Sophie. La veille de notre départ de Nouvelle-Balle, Crane m'a fait venir dans son bureau privé. Pas la salle de conférence où nous avions eu notre confrontation.
Un espace plus petit, plus intime, avec des objets anciens sur les étagères, des livres en papier, des photographies d'une époque révolue. Il m'a tendu une enveloppe. Une vraie enveloppe en papier, scellée avec de la cire. « Ne l'ouvrez pas avant d'être rentré, a-t-il dit, et ne la montrez à personne. C'est pour vous seul. » J'ai ouvert l'enveloppe 2 semaines après notre retour, seul dans mon appartement, à 3 heures du matin. Elle contenait une seule feuille de papier, avec quelques lignes écrites à la main. Je ne reproduirai pas le contenu exact. Certaines informations sont trop dangereuses pour être partagées, même dans un témoignage comme celui-ci. Mais je peux résumer l'essentiel. Crane savait que nous n'étions pas les originaux. Il savait que nos souvenirs avaient été partiellement modifiés. Il l'avait fait lui-même, en secret, sans l'accord du reste du conseil Archon. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de vecteurs. Des porteurs d'informations qui ne sauraient pas qui portait quelque chose. Des messagers inconscients, qui répandraient non pas un récit, mais un virus. Un virus mémoriel, enfoui dans les incohérences même de nos témoignages, dans les contradictions entre nos souvenirs, dans les questions que ces contradictions soulèveraient. Le virus n'est pas biologique, il n'est pas numérique, il est conceptuel. Une idée, plantée dans l'esprit de quiconque, essaie de comprendre ce qui nous est vraiment arrivé. Une idée qui se propage chaque fois que quelqu'un doute, chaque fois que quelqu'un questionne, chaque fois que quelqu'un refuse d'accepter une vérité officielle. Crane n'a pas voulu sauver son monde. Il a voulu le détruire. Pas par la violence, par le doute, par l'érosion lente de la certitude qui maintient les systèmes de contrôle en place. Je ne sais pas si son plan fonctionnera. Je ne sais pas si ce récit est une partie du plan ou une tentative de le contrecarrer. Je ne sais même pas si Crane existe vraiment, ou s'il est une invention implantée dans mes faux souvenirs, pour me donner un semblant de sens. Tout ce que je sais, c'est que je doute. Et que vous doutez maintenant aussi. C'est peut-être suffisant. Je termine ce récit dans un état que je ne peux pas qualifier autrement que d'incertitude permanente. Chaque matin, je me réveille en me demandant si mes souvenirs de la veille sont réels. Chaque conversation me semble potentiellement falsifiée. Chaque certitude s'effrite dès que je l'examine de trop près. Sophie m'a dit, la semaine dernière, qu'elle avait les mêmes doutes, que parfois elle se regarde dans le miroir et ne reconnaît pas la femme qui la fixe, que ses souvenirs d'avant le voyage lui semblent plus réels que ceux d'après, comme si une partie d'elle était restée là-bas, dans ce futur qui n'existe pas encore. Karim a commencé à écrire un nouveau livre. Il l'appelle « La mémoire comme fiction ». Il dit que c'est la suite logique de ses travaux sur l'éthique de l'immortalité. Je crois qu'il essaie de comprendre ce qui lui est arrivé, de mettre des mots sur l'indicible. Maxime a disparu. Il y a 3 semaines, il a envoyé un message disant qu'il partait chercher des réponses. Personne ne sait où. Personne ne l'a revu depuis. Et moi, j'écris. J'écris parce que c'est la seule chose qui me semble encore réelle. Les mots sur l'écran, la sensation des touches sous mes doigts, le rythme de ma respiration pendant que je compose ces phrases. Tout le reste est sujet à caution. Si vous lisez ces lignes, vous faites maintenant partie de l'histoire. Vous portez une fraction du doute que Crane a planté en nous. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Il est en vous, comme il est en moi, comme il sera en tous ceux qui entendront ce récit. Est-ce une malédiction? Un cadeau? Une arme? Je ne sais pas. Je ne sais plus grand-chose. Mais je sais que demain je me réveillerai encore. Je regarderai mes mains et je me demanderai si elles m'appartiennent vraiment. Je penserai à Hélène, restée là-bas, essayant de reconstruire une fille qu'elle ne peut pas se rappeler. Je penserai à Crane, fatigué de son éternité, cherchant la mort à travers nous. Je penserai à tous les gens des niveaux inférieurs, louant leur corps pour survivre, vendant leurs années pour manger. Et je me demanderai, qu'aurais-je fait à leur place? Qu'aurais-je fait si on m'avait proposé l'immortalité, sachant ce qu'elle coûte? Qu'aurais-je fait si j'avais pu effacer la partie de ma mémoire qui me cause de la douleur? Qu'aurais-je fait si j'avais pu vivre éternellement, à condition de fermer les yeux sur la souffrance des autres? Je n'ai pas de réponse. Et c'est peut-être ça, la vraie morale de cette histoire. Nous n'avons jamais de réponse. Nous n'avons que des choix. Et les choix que nous faisons jour après jour, décision après décision, déterminent le monde que nous léguons à ceux qui viennent après nous. Le futur n'est pas écrit. Pas encore. Pas complètement.
Nous pouvons encore choisir autrement. C'est ce que Crane voulait que je dise. C'est le message qu'il a caché dans mes souvenirs falsifiés, dans mes doutes permanents, dans mon incapacité à distinguer le vrai du faux. Nous pouvons encore choisir autrement. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est un espoir ou une manipulation de plus. Mais je choisis d'y croire. Parce que l'alternative est de ne rien faire, et je ne supporte plus l'idée que ce futur puisse être appelé un progrès. Émile Vasseur, ou ce qu'il en reste. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain!